Bonsoir, et on va commencer par la mobilisation anti-réforme des retraites qui, selon certains, ne veut pas faiblir. La CGT et la FSU, par exemple, distribuaient ce matin aux différents ronds-points de la zone industrielle de la Croix-Blanche à Sainte-Geneviève-des-Bois des tracts unitaires pour appeler à la manifestation nationale de samedi. On voit ça avec Virginia Forgac et Jérémy Guillaume. Ils sont une quinzaine de militants à distribuer un appel unitaire à la manifestation du 6 novembre. Il est 7h30, l'endroit est stratégique. La zone industrielle de la Croix-Blanche, c'est plus de 290 magasins et 3300 salariés du privé. Et alors que les vacances scolaires se terminent, il s'agit de remobiliser. Il y a effectivement le fait que la campagne médiatique organisée par le gouvernement pour dire que voilà, la loi est votée, que c'est terminé, qu'il faut baisser les bras, marque quelques points, sauf que majoritairement, sur ce que l'on peut rencontrer nous lors de nos distributions, que ce soit lundi, lorsqu'on a fait opération péage gratuit sur la 5, ou ce matin, on a majoritairement des gens qui sont encore mobilisés, qui soutiennent le mouvement. Depuis le vote de la réforme au Parlement, le gouvernement est resté plus ou moins discret. La promesse d'ouverture de négociations sur l'emploi des jeunes et des seniors après la promulgation de la loi est insuffisante, selon les syndicats. Je me rappelle 2003, ils avaient dit qu'ils s'occuperaient de la pénibilité, ils ne se sont pas occupés de la pénibilité. Cette fois-ci, ils nous parlent de l'emploi des jeunes. On sait ce que ça veut dire, ces promesses-là, on en a déjà eu souvent et elles n'ont jamais été tenues. Donc nous, on n'y croit pas du tout. Du côté des organisations syndicales comme du gouvernement, la journée de samedi est très attendue. Une intersyndicale se réunit aujourd'hui pour décider d'éventuelles journées d'action après celle de samedi. Social toujours avec Altis, 11 salariés de l'entreprise qui attaquaient ce matin leur direction pour irrégularité dans l'organisation du plan de départ volontaire. D'après l'entreprise, 250 à 300 salariés sur les 1300 que compte la société auraient déjà accepté de partir d'eux-mêmes, mais les syndicats dénoncent des départs qualifiés de contraints. Christophe Garnier. Ces 11 salariés d'Altis étaient inquiets ce matin au Conseil des prud'hommes d'Evry. Ils reprochent à leur direction de ne pas leur donner d'autre choix que le départ volontaire. Ils demandent une alternative, comme un licenciement économique, avec des possibilités de reclassement. C'est qu'en clair, on demande à des gens de prendre une décision sans en connaître ni les tenants ni les aboutissants. Il n'y a que la direction en réalité qui a ces informations et elle se refuse à les communiquer pour tordre les bras des salariés pour qu'ils optent en réalité pour un départ soi-disant volontaire mais qui est en réalité un départ contraint, indemnisé. Bon. Et ça, la Cour de cassation dit très clairement que sauf dans le cas où l'employeur s'engage à ne procéder à aucun licenciement économique, on doit avoir, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, un volet de reclassement interne. Pour le moment, en termes de reclassement, l'intranet de l'entreprise n'afficherait que 2 postes à pourvoir. C'est très peu comparé aux 250 à 300 salariés qui auraient déjà accepté un départ négocié d'après la direction. Avec une telle adhésion, Altis espère ne pas avoir besoin de recourir au licenciement collectif. Les syndicats dénoncent la brutalité du procédé. Dès l'instant que le poste est supprimé, et si on ne leur propose pas un autre poste, c'est un licenciement contraint. Légalement, dans le cadre d'un plan de départ volontaire signé par les partenaires sociaux, comme c'est le cas ici, la direction ne serait pas obligée de proposer des reclassements. Pour l'instant, les salariés ont jusqu'au 17 décembre pour accepter ou non ces départs négociés. Le Conseil des prud'hommes se prononcera, lui, le 18 novembre prochain. À noter une conférence ce soir sur l'euthanasie, ça se passe à Vigneux, et c'est Jean-Luc Romero qui l'anime sous le thème « Ne nous laissons pas voler notre ultime liberté ». Jean-Luc Romero, entre autres, président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Des jumeaux sont nés mardi grâce à l'équipe du professeur Friedman, issus d'ovules congelés. C'est une première en France. Il s'agit d'une congélation lente parce que la congélation rapide, il faut le savoir, est toujours hors la loi. Nous avons demandé à quelques Essonniens ce qu'ils en pensaient, mais dans ce domaine, vous allez voir qu'on a tous à peu près tendance à tout confondre. J'ai du mal à concevoir ça, mais chacun fait ce qu'il veut. Hein. Pourquoi pas? Si les parents n'ont pas d'autre solution, pourquoi pas? Moi j'ai horreur de toute cette chimie. C'est pas une question que de porteurs, de personnes qui portent tout ça, c'est plutôt social. Je serais contre. Si je peux pas avoir d'enfants, je donnerais pas. Je pourrais pas apporter les enfants de quelqu'un d'autre avec les ovules de quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Étant jumelle, je trouve que c'est bien, c'est une bonne chose. On doit faire confiance à la science.
Ah ouais, c'est incroyable ça. Pour moi, ça doit se faire naturellement. C'est un choix après. On a peur qu'ils aient des soucis de santé ou qu'il y ait des problèmes génétiques. Il y a tant d'enfants qu'on pourrait adopter si on a des problèmes. Il s'appelle Gaël Nivelet. La police n'a toujours, semble-t-il, aucune nouvelle de lui. Gaël Nivelet, qui détenu à Fleury-Mérogis, avait été amené sous bonne garde à l'hôpital de Corbeil pour un soin en neurologie. Les policiers n'ayant pas le droit d'assister aux examens médicaux et se trouvant dans une chambre de l'établissement au 3e étage, il est passé par la fenêtre et après avoir marché sur les coursives a emprunté un escalier avant de s'évanouir dans la nature. Gaël Nivelet avait été condamné à 2 reprises aux assises, notamment pour des attaques à la voiture bélier. Le futur hôpital sud-francilien, dit-on, devrait être plus sécurisé. La mairie d'Itteville a obtenu avant-hier l'autorisation de construire 21 maisonnettes en bois sur le terrain de son camping municipal. Au camping du Val d'Essonne résident en effet à l'année de nombreuses familles assez modestes, mais c'est interdit, les lieux ne disposant pas des équipements adaptés, notamment à la période hivernale. Ces constructions représentent donc une alternative pour le maire, Alexandre Spada, qui évidemment ne souhaitait pas mettre les résidents à la porte de leurs habitations. Amélie Patéron s'est rendue sur place. C'est derrière ces barrières sur un terrain inutilisé du camping que 21 maisonnettes en bois vont être construites. La mairie a obtenu l'autorisation de la préfecture il y a 2 jours. Depuis des années, en effet, de nombreuses familles résident dans leur caravane ou mobil-home durant l'hiver, mais illégalement car le camping ferme comme la loi le prévoit le 31 octobre. On va pouvoir trouver des logements décents et créer des logements décents pour des gens qui ont eu des accidents de la vie et dont on ne voulait pas forcément prendre en compte le devenir. Sur 67 résidents permanents, hein, on va dire ça entre guillemets, de ce camping, eh bien ça se répartit un peu en un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers qui veulent s'en aller, un tiers qui veulent rester à l'endroit où ils se trouvent et un tiers qui veut être relogé. Emplacement 47 vivent Thérèse et sa famille depuis 1 an et demi. Un loyer attractif de 240 € par mois, mais des conditions de vie difficiles. C'est très dur, hein, parce qu'il fait très froid et puis pour chauffer, le chauffage ça coûte cher. Thérèse va pouvoir bénéficier comme une vingtaine d'autres personnes d'un relogement dans les chalets. Uniquement réservé aux occupants du camping, ils devraient voir le jour d'ici 1 an et demi et seront confiés à un bailleur social. Voilà, dernière information, comme chaque jeudi, nous nous associons évidemment aux médias qui ont une pensée particulière pour nos 2 confrères de France 3, Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier, toujours aux mains de ceux qui les ont enlevés en Afghanistan avec leurs accompagnateurs il y a maintenant plus de 300 jours. Voilà donc pour l'actualité. Merci de votre fidélité.